Salut tout le monde! Cette semaine, je m'étais dit qu'on ferait quelque chose de différent. On a eu une grosse nouvelle qui est tombée cette semaine et c'était les données du CPI, le Consumer Price Index aux États-Unis. On parle énormément du CPI, comme vous pouvez voir chez Inversio, parce que dans les circonstances du marché actuel, c'est vraiment un peu, je dirais, qui est l'indice ou du moins qui sont les données statistiques que la Banque fédérale aux États-Unis regarde le plus pour ajuster ou du moins se décider au type d'hausse du taux indicateur aux États-Unis. Donc, à chaque mois, on attend les chiffres du CPI qui sortent, toujours aux alentours du 13, 14, 15 du mois, et on voit les chiffres du mois dernier. Avec ces chiffres-là, on est capable d'avoir un bon barème, ou du moins une bonne idée de qu'est-ce que l'économie fait, qu'est-ce qui est à la hausse, qu'est-ce que les gens achètent plus, et surtout, dans quel secteur. Fait que cette semaine, on s'était dit, bon, on va regarder le rapport ensemble parce que cette semaine, on a eu les résultats du mois de juillet. Et on a eu une surprise. Beaucoup des analystes aux États-Unis et au Canada s'attendaient que le CPI rentrerait à 8,1. Mais non, on est rentré à 8,3. Ce qui démontre que l'inflation est encore énormément dans l'économie. Mais dans quel secteur? Pourtant, le prix du gaz a baissé. Et quand le prix du gaz il baisse, ben, tout le monde semblait dire que c'était ça le plus gros facteur, plus que ça coûte cher amener de la nourriture, d'affaires importées, plus que ça coûte cher voyager, peut-être, le côté d'aviation, le transport public, mais non. Faut croire que même si le secteur énergétique il baisse, écoutez, si on regarde les chiffres ici, fait que comme je vous dis, j'étais sur le site du US Bureau of Labor Statistics, c'est là qu'on trouve le CPI, et si on arrive ici, on a le breakdown. Et si on regarde l'énergie, comme je vous disais, au mois d'août, ça a tombé de, si on regarde la totalité du secteur, de 5%. Mais, oui, exactement, de 5%. Donc, les commodités qui ont baissé de 10%. Quand on parle des commodités, on parle tout type de gaz, fuel, brut, pétrole. Fait que ça a baissé de 5%. Le mois avant ça, ça a baissé de 4,6%. Ce qui est important à remarquer, c'est la hausse au mois de mars de 11%. Et après ça, suite à ça, quand on a vu le pic dans le prix du pétrole, ça s'est mis à descendre, à remonter un peu. On a vu évidemment le reflet de ça à la pompe. Mais là, quand on va remplir notre auto à la pompe, le prix est pas mal plus abordable. Et ça se fait ressentir dans le rapport. Et évidemment, ça se traduit par le prix du gaz, fuel oil. Fait que le secteur, il est à la baisse. Mais regardons où est-ce que ça a monté. Parce que si on pensait que c'était vraiment le côté énergie qui était vraiment le facteur influent à l'inflation, ben, on se trompe, c'est ailleurs. La nourriture, 0,8% à la hausse. C'est quasiment 1% à la hausse. C'est énorme quand on monte les taux d'intérêt et on s'attend à essayer de baisser, du moins diminuer, diminuer l'intention, du moins à décourager le consommateur à dépenser. Fait que ça a monté ça aussi. Food away from home. Les gens qui vont au restaurant, ça a monté ça aussi. 0,07. Deux endroits où est-ce qu'on s'attendrait pas, mais le secteur de la nourriture qui monte. Et si vous regardez l'écran aussi, je vous ai fait apparaître un chart sur le prix de l'œuf. C'est quelque chose que je trouve qui est assez fascinant. Parce que si on regarde dans les années 2000, la douzaine d'œufs, à peu près 2$, 2,15$. Mais quasiment 3,50$ maintenant. C'est pour vous indiquer que quand on va à l'épicerie, que ce soit la viande, beef, poultry, vegetables, tout est à la hausse. Et les œufs aussi. Continuez à regarder le rapport parce que c'est assez intéressant. C'est avec ça vraiment qu'on se donne une bonne idée de qu'est-ce que le marché fait. Comme on a dit, la nourriture à la hausse, l'énergie aussi. Ça, c'est un secteur comme vous pouvez voir, ça a descendu. Mais quand même, quand on regarde le year over year, quand même très haut. Le prix du gaz encore très haut. Mais au moins, on a une tendance à la baisse. Énergie électrique. Ça, c'est un secteur qui est quand même assez intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que
évidemment, on se rapproche de l'hiver, on se rapproche, on est dans l'automne, fait que ça commence à faire plus froid, les gens ils chauffent plus. Fait que ça, c'est normal qu'on voit une hausse. Mais où est-ce que c'est encore plus intéressant, c'est gas price. Si vous suivez la commodité du gaz naturel, vous allez voir, la Russie menace énormément les pays entourants parce que la Russie qui fournit le plus de gaz naturel en Europe, en fait, c'est le producteur unique. Et producteur, distributeur, et la Russie qui essaie de mettre de la pression, vu la guerre en Ukraine, à ses voisins, vu qu'elle fournit le gaz naturel. Et le gaz naturel en Europe qui est vraiment utilisé pour le chauffage. Alors, qu'est-ce qui arrive aux États-Unis? On essaie de pallier, on essaie d'aider nos alliés, vu la guerre en Ukraine. Mais ça ne change pas que le prix du gaz naturel monte. Un peu comme on a vu le pétrole monter, parce que la Russie a mis de la pression et ils ont diminué les prix énormément. Donc, ils ont forcé la demande à monter. Puis après ça, ils ont capé le prix pas mal plus haut. Même chose pour le gaz naturel. Et en ce moment, en Russie, ils ferment le Nord Stream Pipeline. Ils arrêtent du tout la distribution, ce qui fait augmenter le prix et ça se fait ressentir mondialement. Parce que si le prix monte, bien évidemment, aux États-Unis, on charge à la valeur marchande, la valeur du marché à ses consommateurs, ce qui fait que ça se fait ressentir à la hausse de 3,5 %. On descend. C'est intéressant. Les véhicules neufs. Qui l'aurait cru? Les gens aiment ça quand même acheter des véhicules neufs. On a encore une pénurie de microprocesseurs qu'on utilise dans la construction de ces autos-là. Et malgré la production qui est très boiteuse ou du moins très lente à Taïwan, malgré les tensions à Taïwan aussi, entre Taïwan et la Chine, les chars neufs à la hausse. Et si on regarde aussi au cumulatif de l'année, ça c'est assez impressionnant parce qu'on voit une hausse grandissante. On est passé de 1% au mois de mai, après ça à 0,7, 0,6, 0,8. La demande pour l'automobile, le neuf, qui semble pas baisser. Les gens achètent encore. Pourtant, les taux sont hauts. Le taux de financement, quand tu vas acheter un auto, c'est haut. Parce qu'on est rendu dans 5-6%. Ils sont pas frileux. Ils achètent encore des autos neuves. Ce qui est intéressant à remarquer, par contre, c'est le marché du used qui a baissé un peu. Cela, il est dur à expliquer. Parce que le marché de l'usager, vu que le prix des autos il était tellement haut dans le neuf, avec les taux aussi qui n'étaient pas avantageux. Fait que ça, c'est intéressant de reprendre que ça fait 2 mois là, que ça baisse, le prix du used. Mais, même si ça baisse, on est quand même à quasiment 7,8% à la hausse. Fait que la demande est encore là. Moins inquiétant que dans le neuf, je vous dirais, mais peut-être on commence à avoir une tendance dans le marché secondaire, dans le marché du used qui baisse. D'après moi, ça va remonter. Parce que le dollar américain, qui est très haut, ça devient plus avantageux, surtout au Canada, de vendre ton auto au used aux États-Unis. Donc, à voir. À 0,01, à la baisse, je vois pas encore quelque chose de majeur comme on voyait au mois de juillet pour justifier que ce créneau-là, il est pas fort. Mais bon, continuons. Le linge, le apparel. OK, il commence à faire froid. Les gens, ils veulent s'équiper pour l'automne, pour l'hiver. Mais quand même à la hausse. On continue à descendre la liste. Ça, c'est le bout le plus vraiment, je pense, qui va vous sauter aux yeux, c'est Shelter. Shelter, ça, c'est le prix du locatif. Ça veut dire que ce soit un appartement, un condo qu'on loue, ça a monté au mois de février, 0,5. Mois de mars, 0,5. Avril, 0,5. Mois de mai, 0,5. Juin, 0,5. Juillet, 0,5. Et à août, 0,7, qui est la plus haute hausse. Ça, là, ce qu'on voit en ce moment dans le marché locatif, c'est quelque chose que je vous dirais qui est directement lié à la hausse du taux indicateur. Plus qu'on lève le taux indicateur à la banque, plus que les banques sont frileuses à prêter de l'argent. Donc, il rend l'accès à l'argent beaucoup plus difficile. Question de refroidir les ardeurs du consommateur, du potentiel acheteur de maison. Du moins, il dit, regarde, c'est un pensez-y bien, les taux sont pas avantageux, mais quand tu montes les taux, moins de maisons qui se font vendre, moins de maisons qui se font acheter, plus de gens qui cherchent du locatif.
Et l'effet pervers de ça, c'est que les propriétaires d'immeubles à location ont tendance à augmenter les prix de loyer. Et ça, c'est dangereux, OK? Parce que ça fait que, bon, bref, ça rajoute à l'inflation aux États-Unis, mais aussi, ça crée un sentiment que où est-ce que tu déménages? Où est-ce que le consommateur va aller? Si acheter une maison, c'est difficile, et louer un appartement, c'est coûteux, dangereux. Mais c'est un effet pervers quand on essaie de baisser l'inflation. Comme je vous dis, on voit certaines choses positives dans le rapport, mais quand on regarde les chiffres au niveau énergétique, il est encore très fort sur les year over year. On regarde que les gens ils achètent des nouvelles autos. Le marché est encore très fort dans le marché secondaire, dans les used. Le coût du locatif qui augmente. On n'a pas fini avec l'inflation, hein? Je pense pas. Surtout, il ne faut pas oublier la nourriture. À la hausse. 11,4%, 13,5%. 13,5% des gens, dans le fond, 13,5% d'augmentation de la facture. Quand on va au restaurant, c'est énorme. Je voulais vous montrer ce rapport-là pour vous montrer l'impact que ça a et pourquoi les marchés ont tendance à corriger énormément quand on voit quelque chose comme ça. Et malgré, tant que l'inflation est haute, la tendance va être de continuer à augmenter de taux indicateur. C'est quasiment déjà pricé in dans le marché, je vous dirais, si vous regardez le S&P ou le Dow ou le Nasdaq, c'est quasiment pricé déjà dans le marché, la hausse de 0,75. Et je vous dirais, c'est un peut-être très possible que la Banque fédérale aux États-Unis décide de monter d'un full point. Ce qui aurait, comme je vous dis, l'effet négatif de monter le prix du locatif, mais peut-être, et du moins c'est ce qu'ils espèrent, ferait peur, vu la nature agressive d'une hausse de 1%. Du moins, ça serait un pensez-y bien d'aller faire des épiceries coûteuses, d'aller au restaurant, de vous acheter du linge, d'acheter une nouvelle auto. Avec ce rapport-là, vous pouvez comprendre pourquoi les marchés bougent énormément. Vous pouvez comprendre aussi dans quel minding la Banque fédérale et au Canada et aux États-Unis se met et pourquoi ils prennent une décision sur le taux indicateur. Et surtout, pour vous dire que malgré qu'il y a des endroits safe à investir dans le marché, tant que ces statistiques-là montent, tant que le prix de la douzaine d'œufs augmente, faites attention. Les marchés sont rough out there. Mais au moins, quand vous regardez ce rapport-là, quand vous le cherchez à toutes les 13, 14, 15 du mois, puis vous allez voir les résultats. Par exemple, au mois de septembre, vous allez voir les résultats. En fait, au mois d'octobre, vous allez voir les résultats du mois de septembre. L'explication se retrouvera dans ces résultats-là et vous comprendrez pourquoi les marchés bougent autant. Et sur ça, je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que vous aimez ce contenu éducatif qui peut vous aider à du moins mieux comprendre pourquoi les marchés réagissent. C'est en comprenant comment les choses fonctionnent qu'on peut prendre de meilleures décisions en investissant. Bonne journée!